Le SMS est arrivé, sa lumière bleue perçant l'obscurité du bureau de Nathan. Il était encore éveillé, occupé à examiner ses portefeuilles d'investissement, une habitude qui avait contribué à sa fortune, même si sa famille pensait encore qu'il travaillait comme gardien de nuit dans un immeuble de bureau. Papa est parti. Crise cardiaque. Ne viens pas à l'enterrement. Maman ne veut pas de toi. Aucun de nous ne le fait. Ne compliquons pas les choses plus que nécessaire. Sa sœur Rebecca, toujours efficace, même dans la cruauté. Nathan fixait son téléphone, le souvenir de la dernière fois qu'il avait vu leur père, 6 mois plus tôt, lors de la réunion familiale annuelle d'été, lui revenant en mémoire. Tu travailles toujours dans ce boulot de sécurité sans avenir, Nathan, avait-il demandé, sans prendre la peine de cacher sa déception devant sa maison fraîchement rénovée. À ton âge, je dirigeais déjà ma propre entreprise. Ce qu'il ignorait, et qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Nathan possédait non seulement une entreprise, mais une société d'investissement entière, Davison Capital Partners, même s'il la connaissait sous un autre nom, celui qu'il utilisait pour dissimuler son identité lorsqu'il a commencé à racheter leurs prêts hypothécaires. Il posa son téléphone et se tourna vers le mur d'écran de son bureau, chacun affichant différents portefeuilles financiers. En quelques clics, il afficha ceux qui comptaient le plus ce soir-là, les documents hypothécaires de chaque membre de la famille. La propriété au bord du lac de Rebecca, achetée au plus fort de la réussite de son mari chirurgien. Le vaste ranch de son frère Édouard, acquis grâce à l'argent de son cabinet d'avocats florissant. La maison de ses parents, récemment refinancée pour financer la dernière entreprise de son père. Même la maison de ville de sa plus jeune sœur, Olivia, qu'elle avait à peine réussi à obtenir grâce à ses revenus de décoration d'intérieur. Tous ces biens, chaque propriété, appartenaient à ses holdings via un réseau complexe d'instruments financiers qu'ils n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Lors de la signature de leurs documents de refinancement, ils étaient si impatients d'obtenir des taux d'intérêt plus bas pour libérer des liquidités pour leur train de vie extravagant qu'ils n'avaient jamais remis en question la générosité d'une société d'investissement anonyme. Nathan prit une photo encadrée sur son bureau, la dernière photo de famille où il figurait, prise 15 ans plus tôt, lors de sa remise de diplôme. À l'époque, ils espéraient encore qu'il réussirait, suivrait les traces de son père, deviendrait une nouvelle réussite dont il pourrait se vanter lors des dîners du country club. Au lieu de cela, il choisit une autre voie. Tandis qu'ils couraient après les apparences, ils couraient après les fondamentaux. Tandis qu'ils achetaient des voitures de luxe à crédit, ils suivaient des cours du soir en finance et en droit des investissements. Tandis qu'ils se vantaient de leurs adresses dans des quartiers huppés, ils bâtissaient discrètement un empire dans l'ombre. Un autre texto s'est allumé sur son téléphone. Encore Rebecca, la messe est jeudi à St. Matthews, à 11h maman, sois clair, Nathan. Ta venue ne ferait que rappeler à tout le monde la plus grande déception de papa. Honorer sa mémoire en restant à l'écart. Il ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un courriel à son avocat. Il était temps de passer à l'action. Après des années passées dans l'ombre, à jouer les échecs familiaux tout en contrôlant secrètement leurs finances, le moment était enfin venu. Sarah, écrivit-il, initie le protocole de fiducie familiale. Commence par la clause de propriété 7.3. La réponse arriva en quelques minutes. Malgré l'heure matinale, Sarah attendait ce jour depuis qu'il avait préparé tous les documents. Préfères-tu procéder à une révélation complète ou à une révélation orchestrée? Il repensa au texto de Rebecca, aux derniers mots que son père lui avait adressés lors de cette réunion d'été. Au moins, tes frères et sœurs avaient réussi leur vie. Au moins, ils m'ont donné de quoi être fier. Franchement, a-t-il répondu. Envoyez tout à leurs avocats dès demain matin. Et Sarah, assure-toi que les documents hypothécaires soient en haut. Nathan s'adossa à son fauteuil, regardant le soleil se lever sur la ville à travers les fenêtres de son appartement. La plupart des gens s'attendraient probablement à ce qu'il éprouve de la satisfaction, peut-être même de la joie, à cet instant. Mais il ne ressentait qu'une douleur profonde et sourde, là où sa famille aurait dû être. Son téléphone vibra de nouveau. Olivia cette fois, la plus jeune, la seule à manifester de temps à autre une pointe de gentillesse. Nathan, je sais que Becca t'a dit de rester loin de moi. Mais peut-être qu'on pourrait se voir avant jeudi? Un café? Il y a des choses sur papa que tu devrais savoir. Trop peu, trop tard. Il avait déjà mis les choses en marche. Demain à cette heure-ci, leur vie parfaitement organisée commencerait à s'effondrer, non par malveillance de sa part,
mais simplement par la révélation de la vérité qu'ils avaient été trop fiers pour voir. Nathan ouvrit son coffre-fort et en sortit un épais dossier intitulé « Biens familiaux ». À l'intérieur se trouvaient les originaux de chaque document, chaque contrat, chaque bout de papier prouvant que lui, l'échec familial, la déception, le gardien de nuit, était en réalité le maître de tous les toits. L'ironie ne lui échappait pas. Papa avait passé sa vie à leur apprendre que l'apparence était primordiale, que le succès se mesurait en mètres carrés et en marques de voiture. Il n'avait jamais réalisé que son enfant, qu'il méprisait le plus, avait appris une autre leçon. Le véritable pouvoir n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Il prit son téléphone une dernière fois et ouvrit le fil de discussion de Rebecca. D'une main ferme, il prit une photo des documents hypothécaires étalés sur son bureau, sa signature clairement visible sur chacun, la même signature qu'ils avaient prise pour celle d'une société d'investissement anonyme. « En fait, Becca, tapa-t-il, je crois que je serai présent, finalement. » C'est la tradition pour le plus gros créancier d'un homme de lui rendre hommage. Puis il éteignit son téléphone, se dirigea vers sa chambre et s'autorisa enfin à pleurer, non seulement son père, mais la famille qu'ils auraient pu former s'ils avaient pris la peine de voir au-delà des apparences. Demain apporterait le chaos. Demain apporterait des révélations qui briseraient leur monde soigneusement construit. Mais ce soir-là, dans l'obscurité silencieuse de son appartement, il n'était qu'un fils qui avait perdu son père, un frère séparé de ses frères et sœurs, et un homme qui n'avait plus aucune raison de garder son succès secret. Le décor était planté. La vérité était prête à éclater. Et d'ici les funérailles de jeudi, ils comprendraient tous précisément qui était le véritable raté de la famille. Le cabinet Goldstein et Associés ouvrit à 9 heures précises. À 9h05, leur salle de conférence était déjà remplie d'avocats représentant chaque membre de la famille de Nathan. Sarah avait bien fait son travail. Les documents étaient arrivés exactement à la date prévue. Il observait la situation grâce aux caméras de sécurité qu'il avait installées des mois auparavant, un autre investissement que personne ne remettait en question. Rebecca arriva la première, suivie de son mari chirurgien James, tous deux encore empreints de l'assurance artificielle de ceux qui se croient maîtres de leur destin. Édouard arriva quelques minutes plus tard, son diplôme de droit ne le préparant apparemment pas à ce qu'il allait lire. Olivia se glissa la dernière, paraissant plus petite que d'habitude dans ses vêtements de créateur que Nathan savait qu'elle pouvait à peine s'offrir. Maman n'était pas là. Elle était probablement encore au manoir à préparer les funérailles de papa, préparant les adieux sophistiqués qu'il aurait souhaités. Nathan se demanda si elle avait déjà choisi son costume funéraire, celui qu'il avait commandé spécialement chez son tailleur londonien, et qui était maintenant accroché dans un placard d'une maison qui lui appartenait techniquement. Monsieur Davison, la voix de son assistant David, résonna dans l'interphone. Ils avaient ouvert les paquets. Nathan se tourna vers une caméra plus proche, observant leurs visages tandis que la réalité les rattrapait. Rebecca fut la première à réagir, son chirurgienne perdant son sang-froid tandis qu'elle feuilletait page après page les documents hypothécaires. « Ce doit être une erreur », répétait-elle, la voix montant à chaque répétition. « Vérifiez les signatures. » Édouard, l'avocat, resta assis, stupéfait, reconnaissant probablement le cadre juridique que Nathan avait construit. Il s'était spécialisé en droit des sociétés, mais même lui pouvait apprécier l'élégante complexité de ce que Nathan avait construit. Chaque transaction était légitime, chaque document était irréprochable, chaque signature était donnée de plein gré. Mais pas la personne à qui il pensait la donner. Olivia pleurait doucement, serrant son téléphone contre elle. Nathan savait qu'elle essayait de le joindre, mais son numéro était déjà coupé. Le nouveau numéro ne serait partagé qu'une fois tout réglé. Son téléphone de bureau vibra à nouveau. « Monsieur, dit David, le mari de Rebecca exige de parler au directeur de l'entreprise. » Il devient agressif. Nathan sourit légèrement. James avait toujours résolu ses problèmes en criant. « Passe-le à Sarah. » Un instant plus tard, la voix de James emplit le bureau de Nathan, pleine de fanfaronnades et de menaces de poursuites judiciaires. Sarah le traita exactement comme Nathan l'avait formé. « Docteur Harrison, dit-elle calmement, votre propriété a été acquise légalement selon les procédures légales du marché. Le fait que vous ayez omis de vérifier l'identité de votre créancier hypothécaire avant de signer les documents de refinancement est, franchement, de votre faute. C'est une fraude. » A-t-il hurlé. Dissimuler la propriété est parfaitement légal lorsqu'il est fait par l'intermédiaire de personnes morales enregistrées. Sarah intervint. Comme le frère de votre femme,
Monsieur Edward Davison, peut sans doute le confirmer. Maintenant, souhaitez-vous discuter des modalités de paiement de votre prêt hypothécaire du mois prochain ou devons-nous appliquer les clauses de défaut? Le silence qui suivit fut assourdissant. Nathan changea de nouveau de caméra, se concentrant sur Edward. Il avait enfin retrouvé sa voix et essayé d'expliquer à Rebecca pourquoi il n'avait aucun recours juridique. Son visage avait pris la pâleur grise de quelqu'un qui regarde son monde s'effondrer. Le téléphone de Nathan vibra. Encore Olivia, cette fois avec un SMS. « Nathan, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Je sais qu'on a été horrible, mais ça va détruire maman juste après avoir perdu papa. » Il faillit répondre. Olivia avait toujours été différente des autres, moins obsédée par l'obsession familiale pour le statut social. Mais il se souvint du Noël dernier, lorsqu'elle s'était jointe aux autres pour se moquer de son mode de vie simple et de son manque d'ambition. Elle rit avec Rebecca quand elle lui suggéra de servir des boissons à son prochain dîner, car il avait de toute façon l'habitude du service. Au lieu de répondre, Nathan ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un courriel à l'attention de sa société de gestion immobilière. Il devait se préparer à ce qui les attendait. Une avalanche de retards de paiement de la part de sa famille, soudainement humiliée, ou une série de procédures d'expulsion. Les heures suivantes furent arrosées de messages de plus en plus désespérés de Rebecca, quel que soit le jeu auquel vous jouiez. « Arrête tout de suite. Tu déshonores la mémoire de papa d'Edward. Ça ne tiendra pas devant un tribunal. Je trouverai un moyen de rompre ces contrats avec James. Espèce de petit bonhomme pathétique. Tu crois que ça te rend puissant? Attends que tout le monde sache ce que tu as fait. » Nathan conservait chaque message, l'ajoutant à sa collection de communications familiales, 15 années de renvoi, d'insultes et d'exclusions, soigneusement archivées. Un jour, peut-être, il comprendrait qu'il ne s'agissait pas de vengeance, mais de vérité. À 14 heures, sa mère a finalement appelé. Il a laissé tomber la messagerie, puis a écouté sa voix se briser sous l'émotion. « Nathan James Davison, comment oses-tu faire ça? Aujourd'hui, plus que jamais. Ton père aurait tellement honte. On t'a tout donné, toutes les opportunités, et c'est comme ça que tu nous remercies? En devenant une sorte de prédateur financier. » Il avait aussi gardé ce message, juste à côté de celui de l'année dernière, où elle lui disait qu'il n'était pas le bienvenu à Thanksgiving s'il ne faisait rien pour ce travail embarrassant. La voix de Sarah résonna à nouveau dans l'interphone. « Il quitte le cabinet, monsieur. Voulez-vous que je passe à la phase 2 ? Phase 2, la révélation sur les avoirs de l'entreprise. Car ces propriétés n'étaient qu'un début. Au fil des ans, Nathan avait acquis des participations majoritaires dans l'immeuble où s'installait le cabinet médical de James, dans le centre commercial où louait l'atelier de design d'Olivia, et dans le complexe de bureaux où se trouvait le siège du cabinet d'avocat d'Edward. Pas encore, décida-t-il. Laissez-les d'abord assimiler cela. Certaines leçons doivent être apprises lentement pour être bien apprises. Nathan se tourna vers ses écrans et regarda ses frères et sœurs sortir du cabinet. Ils semblaient sous le choc, leurs vêtements coûteux et leur coiffure impeccable ne reflétaient plus l'assurance qu'ils arboraient comme une armure quelques heures auparavant. Rebecca était déjà au téléphone, appelant probablement ses amis banquiers, cherchant une issue. Elle n'en trouverait pas. Nathan s'en était assuré des années auparavant, en nouant soigneusement des relations avec tous les grands prêteurs de la ville. Pour eux, il était Nicholas Morgan, PDG de Morgan Investment Group. Aucun d'eux ne savait que Morgan Investment Group n'était qu'une branche de Davison Capital Partners. Edward se dirigea seul vers sa voiture, sa démarche habituelle reléguant au second plan une démarche plus hésitante. Il avait enfin trouvé une solution à un problème juridique qu'il ne pouvait résoudre par son charme et ses liens familiaux. Olivia resta le plus longtemps sur le trottoir, toujours son téléphone serré dans ses mains, espérant toujours une réponse de Nathan. De tous, elle était la seule pour laquelle il éprouvait un pincement au cœur. Mais la loyauté familiale, il l'avait appris, était une question de tout ou rien. Nathan prit son téléphone et regarda la dernière photo qu'il avait d'eux tous ensemble. Papa se tenait au centre, bien sûr, un bras autour de Rebecca, rayonnant de fierté. Edward et Olivia les encadraient, tout sourire et succès garanti. Nathan était au bord du cadre, légèrement flou, déjà en train de devenir le fantôme qu'il finirait par faire passer pour lui. Demain, c'était l'enterrement. Demain, ils devraient affronter non seulement la perte de leur père, mais aussi celle de leurs illusions. Demain, ils apprendraient que le frère qu'ils avaient congédié était devenu, sans le savoir,
le fondement sur lequel leur vie s'était construite. Et demain, ils comprendraient enfin que le succès ne se mesure pas aux apparences, mais à la puissance tranquille de plans soigneusement élaborés. Nathan coupa les caméras de sécurité et se tourna vers la fenêtre, observant le coucher de soleil sur la ville. Dans moins de 24 heures, il retrouverait sa famille. Non pas comme l'échec qu'il pensait qu'il était, mais comme le pouvoir derrière leur trône, le propriétaire de leur maison, le détenteur de leurs dettes. Mais ce soir, il avait une tâche supplémentaire à accomplir. Nathan ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe scellée, la dernière carte d'anniversaire de son père, retournée sans avoir été ouverte, avec une adresse inconnue griffonnée dessus de la main de Rebecca. « Ne t'inquiète pas, papa, murmura-t-il dans la pièce silencieuse. Je m'occuperai d'eux. Mais pas comme tu l'imaginais. » La cathédrale Saint-Matthieu se dressait fièrement dans le ciel matinal, ses flèches gothiques pointant vers le ciel telles des doigts accusateurs. Nathan gara sa voiture, non pas la modeste berline qu'ils avaient l'habitude de voir, mais la Bentley qu'il réservait habituellement aux réunions d'affaires, et rajusta son costume sur mesure. Il était temps d'arrêter de jouer les ratés familiaux. Les funérailles étaient prévues à 11 heures. Il est arrivé à 10h30, observant depuis sa voiture la famille rassemblée sur les marches de la cathédrale. Sa mère, vêtue de noir élégant, acceptait les condoléances avec une grâce maîtrisée. Rebecca et James, leur confiance habituelle s'était estompée, mais pas éteinte. Édouard semblait mal à l'aise dans un costume qui semblait soudain moins cher que d'habitude. Olivia, les yeux rouges, tripotait son téléphone, espérant probablement encore que Nathan répondrait à ses messages. À 10h45, Sarah arriva avec une équipe d'avocats, chacun portant des mallettes remplies de documents de la phase 2. Ils se positionnèrent stratégiquement autour de la cathédrale, prêts à affronter la situation. À 10h55, Nathan sortit de sa voiture. La réaction fut immédiate. Rebecca le vit la première, le visage blême sous son maquillage impeccable. Elle saisit le bras de James et murmura avec urgence. Édouard s'avança, probablement pour arrêter Nathan physiquement, mais les avocats de Sarah l'interceptèrent sans difficulté. Olivia se tenait là, les larmes coulant sur son visage, ruinant son mascara. Mère se tourna la dernière, son sourire forcé figé sur place. « Tu oses » siffla-t-elle tandis que Nathan s'approchait. « Tu oses venir ici après ce que tu as fait ?» Il s'arrêta au pied des marches de la cathédrale, levant les yeux vers sa famille. « Bonjour, mère. Rebecca, Edward, Olivia. Je crois que j'ai parfaitement le droit d'être ici. Après tout, c'est moi qui ai payé ces funérailles. »« Quoi ?» La voix de maman s'y brisa. Nathan fit un signe de tête à Sarah, qui ouvrit sa serviette et commença à distribuer des documents. Les pompes funèbres, la location de la cathédrale, la salle de réception, tout cela payé par l'une de ces entreprises. Tout comme vos maisons, tout comme vos bureaux, comme presque tout le reste dans votre vie ces 5 dernières années. Édouard, toujours avocat, a arraché les papiers des mains de Sarah. C'est impossible. Ces sociétés. Morgan Investment Group, Horizon Capital, Summit Partners, touts filials de Davidson Capital Partners. Nathan a terminé pour lui. Mon entreprise. Celle que j'ai construite pendant que vous étiez tous trop occupés à vous moquer de mon boulot sans avenir pour le remarquer. Rebecca retrouva sa voix, même si elle tremblait de rage. Vous nous avez manipulés. Il nous espionnait. Il achetait nos dettes comme un vautour. Non, la corrigea calmement Nathan. J'ai proposé des tarifs équitables. Plus que juste, en fait. Vous n'avez simplement pas pris la peine de lire les petits caractères. Trop occupé à sauver les apparences pour te soucier des détails, n'est-ce pas, Becca? Tout comme tu étais trop occupé pour aller rendre visite à papa à l'hôpital le mois dernier, alors qu'il avait vraiment besoin de toi. Elle tressaillit comme s'il l'avait giflé. Comment as-tu commencé, James? Comment l'ai-je su? J'étais là tous les soirs, assise à ses côtés pendant qu'il dormait. L'uniforme d'agent de sécurité permettait de se fondre facilement dans la masse. Personne ne remarque l'aide, n'est-ce pas? Nathan se tourna vers demander après toi. Tu sais, vous tous. Mais vous étiez tous trop occupés par vos vies parfaites pour passer du temps avec un homme mourant. Olivia s'avança d'une voix rauque. Je l'ignorais. Pourquoi nous avez-vous pas dit qu'il était si malade? Cela aurait-il eu une quelconque importance? Quand l'un d'entre vous l'a-t-il rappelé pour la dernière fois? Saviez-vous qu'il avait arrêté de vous contacter il y a 3 mois? Qu'il avait passé son dernier Noël seul parce que vous aviez tous des engagements plus importants? Le sang-froid de maman a finalement cédé.
Tu n'as pas le droit de nous juger. Tu n'as pas le droit de nous juger. Toi qui as passé des années à prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Tu veux dire, comme si tu faisais semblant d'être riche tout en étant submergé par les dettes, comme si Édouard faisait semblant que son cabinet d'avocat ne périclitait pas, comme si Rebecca faisait semblant que son mariage ne s'effondrait pas sous le poids de tous leurs mensonges sur l'argent. Nathan monta les marches lentement, chaque mot mesuré. J'ai fait semblant d'être moins que ce que je suis. Vous avez tous fait semblant d'être plus. Ce qui est pire. Les cloches de la cathédrale commencèrent à sonner, marquant l'heure. Les invités arrivaient, observant le drame familial se dérouler avec un intérêt mal dissimulé. « Que voulez-vous » demanda Édouard d'une voix caverneuse. « Argent? Contrôle? Vengeance ?» Nathan fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe, la carte d'anniversaire de papa. « Je veux que vous compreniez ce qu'il a essayé de nous apprendre, ce que vous étiez tous trop fiers d'apprendre. » Il tendit l'enveloppe à sa mère. Le succès n'est pas une question d'apparence. Il s'agit de substance. Il s'agit de construire quelque chose de concret. Et ça, Rebecca fit un geste vers les avocats, les documents, les mensonges révélés. C'est ça, ton idée de quelque chose de réel? Non, dit Nathan doucement. C'est ton signal d'alarme. Les propriétés, les entreprises, les dettes, tout est transféré dans une fiducie familiale, qui garantira qu'aucun d'entre vous ne pourra plus jamais les vendre ni les utiliser pour entretenir ses illusions. Vous ne pouvez pas faire ça. Protesta James. Je l'ai déjà fait. Vous conserverez tous vos maisons, vos bureaux, votre style de vie, mais seulement si vous les méritez. De vrais emplois. En vrai travail. Une vraie valeur. Nathan se tourna pour entrer dans la cathédrale. À partir d'aujourd'hui, nous vivons tous dans la vérité. Et si nous refusions, la voix de mère était glaciale. Il s'arrêta à la porte. Alors tu perds tout. C'est ton choix. Mais avant de te décider, tu devrais peut-être lire ce que papa a écrit sur la carte que tu as renvoyée sans l'ouvrir. À l'intérieur de la cathédrale, Nathan prit place au premier banc, non pas dans le coin du fond où on l'aurait relégué, mais au premier rang, là où un fils devrait se tenir pour pleurer son père. Un par un, ils le suivirent. Olivia d'abord, puis Édouard, puis Rebecca et James, et enfin mère. Au début de la cérémonie, Nathan ouvrit son exemplaire de la dernière carte de son père, celle qu'il lui avait remise personnellement lors de ses visites nocturnes à l'hôpital. Son écriture tremblante remplissait la page. « Nathan, mon fils silencieux, je comprends enfin ce que tu as construit, ce que tu es devenu. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir au-delà des apparences. Prends soin quand je ne serai plus là. Ils auront besoin de ta force plus qu'ils ne le pensent. Je t'aime, papa. » L'orgue commença à jouer, ses notes graves résonnant dans la cathédrale. Nathan sentit la main de sa mère se glisser dans sa main hésitante et interrogatrice. De l'autre côté, Olivia essuyait de nouvelles larmes. Et là, dans la maison de Dieu, entouré des ornements des funérailles qu'il avait payés, Nathan comprit que parfois, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la destruction des illusions, mais dans la force de reconstruire ce qui reste après leur destruction. Les avocats rangeaient discrètement leurs mallettes. Les documents attendraient. Aujourd'hui, il n'était pas question de biens, de fiducie ou de révélation. Aujourd'hui, il s'agissait de dire au revoir à un père qui, dans ces derniers jours, avait enfin vu la vérité sur ses enfants, tous. Tandis que le prêtre commençait à parler d'héritage et d'amour, Nathan serra doucement la main de sa mère. Elle le serra à son tour, et dans ce simple geste, il ressentit la première possibilité tremblante d'une nouvelle famille, construite non sur les apparences ou l'orgueil, mais sur les fondations qu'il avait mis des années à poser discrètement. La vérité, la substance et le genre de réussite qui n'a pas besoin d'être affiché pour être réel. Après tout, c'est ce que papa aurait voulu, non pas l'homme qui avait couru après le statut et les apparences toute sa vie, mais celui qui avait finalement appris à se surpasser dans ces derniers jours. Celui qui avait laissé Nathan prendre en charge l'avenir de leur famille, sachant qu'il trouverait le moyen de leur faire comprendre ce qu'il avait compris trop tard. Le plus bel héritage n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on construit.